retour, mesdames et messieurs. C'est maintenant l'heure de l'entrevue et je viens de tout échapper mes feuilles à terre. Ça va bien. On a avec nous M. Jean Martineau, qui est président et chef de la direction. Bonjour, M. Martineau. Bonjour. Bon, comme vous avez entendu tantôt, Chris vous a fait bien paraître, en tout cas, avec votre compagnie. On sait qu'au Pérou, de l'or, c'est pas ça qui manque. Depuis les conquistadors qu'elle est convoitée à ce coin-là. Dites-moi, au départ, dans quelle région du Pérou êtes-vous? Êtes-vous dans cette région très, très, très montagneuse? On est dans le centre-sud du Pérou. Alors, l'usine, elle est près de la côte. En fait, on est à 40 km à vol d'oiseau du bord de la mer. Mais la propriété Tumipampa, qui est la principale propriété, elle est dans le centre. On parle entre 4200 et 4800 mètres d'altitude. Là, on est vraiment dans les hauteurs, là où on trouve tous les grands gisements aurifères et cuprifères au Pérou. En fait, qui est en dessous de la terre avant. C'est parce que la montagne a sorti de terre. Exactement. Mais on a les montagnes parce que c'est la rencontre de deux plaques tectoniques. Alors, c'est pour ça qu'on trouve beaucoup de métaux à ces endroits-là. Alors, les grandes mines au Pérou sont toutes situées au-delà des 3000 mètres d'altitude. Oh oui, 3000 mètres, c'est 3 kilomètres, ça, là, ouais. C'est 3 kilomètres. Nous, on est entre 4,2 et 4,8. Alors là, c'est... Mais il y a des exploitations commerciales jusqu'à 5000 mètres d'altitude. En haut de 5000, il y a peut-être 2 ou 3 petites mines au Pérou, là, mais là, c'est des conditions qui sont particulièrement difficiles. Mais jusqu'à 5000 mètres, ça travaille relativement bien. Puis, dites-nous, du côté, dans votre nouveau projet, vous en êtes rendu où, là? Parce qu'on sait que vous avez une usine, que vous produisez, que vous ramassez l'or d'autres producteurs alentours et que c'est vous qui l'a processé, dans le fond, là. Ouais. Mais votre projet là, de mine, vous en êtes rendu où là-dedans? Bien, Tumipampa, c'est une propriété qu'on a achetée en l'an 2000. On a fait quelques campagnes d'exploration. À l'époque, on a acheté ça parce qu'il y avait des veines aurifères à très haute teneur, donc qui était une indication d'une source aurifère intéressante. Et on a fait quelques campagnes de forage. Et après, vous savez certainement que les années 2004-2005, c'était des périodes de minier assez difficiles. Donc, on a cessé l'exploration pendant ce temps-là. Et on a repris en 2006. Et là, avec un nouveau chef géologue qui a travaillé longtemps chez Buenaventura. Et quand il est arrivé, on a recommencé des forages. Et là, il a découvert un skarn en surface sur la propriété. Un skarn, on parle ici de structures géologiques là, qui sont énormes. On parle de gisements skarnifères de centaines de millions de tonnes. On est entouré de plusieurs skarns de ce type-là, à cuivre-or, qui vont entre 350 et 1,1 milliard de tonnes pour le projet de Xstrata, qui est Las Bambas. Alors, on est entouré de ce genre de projet-là où les mines ont entre 0,5 et 1 % de cuivre et on parle de 0,1 g d'or, plus ou moins. Alors, chez nous, avec les teneurs qu'on a obtenus en surface, on a fait plus de 1000 échantillonnages en surface, plus de 1000 échantillons en surface. On a obtenu des teneurs en cuivre qui correspondent un peu à ce qu'on trouve dans les skarns dans les environs, mais on a des teneurs en or qui sont supérieures et probablement que ça s'explique par la présence de veines aurifères à haute teneur qui sont présentes juste au sud du skarn. Okay. Alors là, on a recommencé les forages en 2008. On a fait déjà une autre campagne de forage. On a obtenu des résultats intéressants. Et cette année, on a recommencé, fin de l'année 2010, début 2011, on a recommencé une nouvelle campagne qui devrait comprendre 16 700 mètres de forage, qui va s'étaler jusqu'au deuxième trimestre de 2012. Et on est en plein milieu de cette campagne-là. On a foré jusqu'au mois de mai. Là, on a suspendu le forage et là, on est en train de compléter une étude géophysique pour mieux orienter les prochains forages. Alors, on a quand même, dans un projet comme ça, il y a énormément de forages à faire. Là, on parle de quelques centaines de milliers de mètres de forage à faire sur les années à venir. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Et parallèlement à ça, il y a les veines aurifères. On avait 5 veines identifiées. Aujourd'hui, on est rendu à 15 veines aurifères identifiées sur la propriété qui sont dans la partie sud du Pérou. Et dans la partie sud, de la propriété Tumipampa. Alors ça aussi, c'est un potentiel là, qui peut offrir 1 à 2 millions d'onces d'or uniquement dans ces veines-là. Alors, c'est intéressant. Puis il y a un troisième type de gisement qui est un
un gisement de disséminé en surface, des roches bréchées qu'on n'a pas encore touchées. Alors, il y a 3 types de gisements sur la propriété, donc c'est très, très intéressant. Comment êtes-vous loin avec ce projet-là de votre usine? Ça sera un autre projet, là. Ce qu'on pourrait faire au début, c'est de faire de l'extraction de quelques tonnes, quelques centaines de tonnes, quelques milliers de tonnes, et les amener à l'usine pour faire des tests. Mais lorsqu'on mettra ça en opération, si on construit une usine, par exemple, pour les veines, de toute façon, ça sera une usine sur place. Et si c'est un skarn, là, ça sera une opération à ciel ouvert qui sera carrément sur place aussi. Alors, ça sera une autre opération totalement indépendante de l'usine actuelle. Ah, parce qu'elle est quand même trop loin pour... Écoutez, on parle là, de 15 à 18 heures de route par camion. Ah, non, c'est dans un autre endroit. Oui, non, OK, c'est vraiment un autre endroit. Parce que l'un est situé sur la côte et l'autre est complètement à l'intérieur du pays, plus ou moins à la même latitude, mais complètement à l'intérieur du pays, à 4200, 4500 mètres d'altitude. Alors là, ça devra être une opération locale, sur place. Et votre usine actuelle, elle est, on parlait de 180 tonnes par jour que vous êtes rendu? Actuellement, on est à 180 tonnes par jour. On devrait être en mesure de l'augmenter d'un autre, probablement 10 à 15 % dans les prochains mois, en cours de cette année. Et en début de l'an prochain, on prévoit de déménager l'usine ou une partie de l'usine dans un endroit plus accessible pour, entre autres, les gros camions qui ne peuvent pas se rendre jusqu'à l'usine à l'heure actuelle à cause de la route. Et aussi, on serait connecté au réseau national d'électricité. Donc, ça contribuerait à réduire nos coûts sensiblement. Et avec ça, probablement qu'en deuxième trimestre 2012, à tout le moins avant la mi-2012, on devrait être en mesure de passer là, à 250 ou 300 tonnes par jour de production. Alors, ça va être une augmentation substantielle à ce moment-là aussi. OK. Et il y a une production, à l'heure actuelle au Pérou, à cause du prix de l'or, la production aurifère de minerais continue à augmenter. Alors, c'est pas l'approvisionnement là, qui manque. Oh, partout. Les projets à travers le monde là, sont tout le monde. Ben, ça a toujours été comme ça. À chaque fois que le prix de l'or monte, l'activité augmente. Mais il n'a jamais été à ce prix-là, là, quand même. Oui, effectivement. Mais là, je parle surtout de la production des petits mineurs, des petites compagnies, nos clients, en fait, les gens de qui on achète. On a une offre qui va en augmentant. Donc, c'est le temps pour nous d'augmenter substantiellement la capacité d'usinage là-bas. Et ça va être fait là d'ici moins d'un an, on va être avec une usine beaucoup plus importante que ce qu'on a aujourd'hui. Ceux qui apportent le minerai chez vous pour le faire traiter, c'est des sources artisanales? Ce sont des petits producteurs, de petites compagnies qui n'ont pas d'usine pour traiter leur minerai. Alors, c'est souvent des contracteurs qui ont quelques machineries, qui ont une quinzaine, vingtaine d'employés, alors qui vont produire des quantités qui sont pas suffisantes pour qui justifient la construction d'une usine. Mm-hmm. Alors, c'est de ceux-là qu'on achète le minerai. Et de ça, il y en a beaucoup au Pérou. On en trouve du nord au sud, partout. Et parce que je ne sais pas vraiment qu'est-ce que ça représente. Vous êtes quand même dans les montagnes, dans des endroits éloignés. En termes de grosseur, une usine pour exploiter, parce que je présume que la demande pour usiner, elle doit être quand même assez grande dans ce coin-là. Elle augmente tout le temps. Bien, les producteurs importants ont leur propre usine. Alors, ce sont tous de petits ou moyens producteurs. Donc, il y en a d'autres. Il y a d'autres usines qui produisent... les grandes corporations, les grandes mines, eux, ont leur propre usine, là, comme Buenaventura, ces grandes compagnies-là. Alors, les petits producteurs, eux, n'ont pas d'usine pour produire parce qu'ils ne produisent pas suffisamment. Alors, au Pérou, à l'heure actuelle, il y a peut-être une douzaine d'usines comme nous qui font ce travail-là. Toutes les autres compagnies qui font ça, ce sont des compagnies privées péruviennes. On est la seule compagnie publique, mais on est là depuis 1998. Ça fait donc 13 ans aujourd'hui qu'on opère. On est connu depuis longtemps. On a établi une excellente réputation parce que on a notre propre laboratoire d'analyse. On analyse les échantillons sur place. On donne une partie de l'échantillon au vendeur qui peut faire corroborer cette analyse-là par un laboratoire indépendant. Donc, on paie exactement pour le contenu aurifère qu'il y a là-dedans et on s'est établi une très bonne réputation. Alors, à ce moment-là, on a été capable de sélectionner les bons producteurs. On a une excellente relation avec eux, ça va bien. Alors, c'est pour ça qu'on prend d'expansion continuellement. En fait, c'est comme un partage. Eux autres, ils vous apportent le minerai, puis s'il y en a beaucoup dedans, ils récoltent plus, et vous aussi, vous récoltez plus, et moins s'il y en a moins? Ben exactement. Nous, on paie pour le contenu, basé sur le prix mondial. Alors, s'il y a une once d'or la tonne dans le minerai, nous, on le paie
basé sur une once d'or la tonne, avec notre formule basée sur le prix mondial de l'or. S'il y a 0,5, bien, il va recevoir pour 0,5. Alors, il reçoit exactement pour la quantité d'or qu'il y a dans son minerai. Mm-hmm. Et on sait que les problèmes qu'a eu la compagnie Bear Creek Mining, qui a perdu son permis, qui s'est fait enlever son permis par le Pérou, est-ce que c'est quelque chose qui potentiellement peut arriver à d'autres entreprises, sans nécessairement parler de la vôtre, là? Ben, c'est le cas auquel vous faites référence, c'est un cas un peu particulier. Il est situé à la frontière, là, pratiquement assis sur la frontière entre le Pérou et la Bolivie. Là, on parle d'une zone qui est une zone frontalière, qui est toujours un petit peu plus chaude. C'est aussi la région où vivent la population Aymara. C'est près du lac Titicaca. C'est juste à côté du lac Titicaca. Ouais. C'est la zone où vivent les Aymara, la culture Aymara. Nous, on est dans la région Quechua. Là où on travaille, les gens parlent le Quechua. Alors, c'est une autre culture. Alors, c'est un peu comme si on avait une opération à la baie James ici et qu'il y avait un problème dans le nord de la Colombie-Britannique, une compagnie minière avec les Amérindiens locaux. Si vous me demandiez, est-ce que ça va vous affecter? Non, parce que c'est à l'autre bout du pays. Oui. Le Pérou, du nord au sud, c'est quand même 2500 kilomètres. Par contre, est-ce que ça pourrait éveiller un peu l'appétit des populations amérindiennes qui sont plus à l'est? Oui, éventuellement, ça peut avoir une certaine influence comme ça. Mais nous, on est là depuis 2000. À Tumipampa, on a une excellente relation avec la communauté. On a investi dans la communauté, à l'école, etc. Et là, on se prépare dans l'année qui vient à investir dans certains projets agricoles, entre autres. Alors, on maintient une excellente relation avec la communauté locale. Et je crois que de ce côté-là, on est assez bien placé. Alors, on est en pleine campagne de forage, ça va bien, et je pense qu'on va être en mesure de développer substantiellement cette propriété-là dans les 24 prochains mois. Là, il va y avoir beaucoup de travail qui va se faire. On voit que depuis 2007, là, votre plancher, en fait, à la fin 2008, là, un peu comme toutes les autres compagnies, beaucoup de compagnies avaient descendu. Le bas de la compagnie, c'était 12 cents. Mais au milieu de 2010, là, c'est vraiment là que le prix de vos actions ont clenché là, de 25 cents à 2 piastres. On parle de presque 1000% là, ici. Et là, depuis février-mars, là, vous avez atteint, après que vous avez atteint les 2 $, là, la compagnie, les actions sont revenues à 1 $, malgré le prix de l'or qui continue de s'apprécier tout le temps. Là, vous êtes stabilisé, là. On est, le bas des dernières semaines, c'est 87-90 cents. Il semble que les vendeurs sont écoulés. Il n'y a plus de volume il y a plus l'air d'avoir de pression à la baisse, là, sur votre titre. À quoi vous attribuez la chute de 50% sur 6 mois? Écoutez, la grande chute, c'est dû aux élections qu'il y a eu au Pérou, là, entre autres. Les marchés ont été très nerveux après la première round des élections qu'il y a eu. Le 11 avril, la bourse de Lima avait tombé de 12%. Elle a perdu après ça 22%. Et là, suite à la sélection, si je veux dire, la nomination du cabinet des ministres du gouvernement actuel, ça a beaucoup stabilisé la situation. Maintenant, on sait que c'est un gouvernement qui va être un gouvernement de continuité avec le gouvernement qu'il y a eu juste avant ça. Évidemment, les priorités de ce gouvernement-là vont changer un peu. Le gouvernement passé a mis beaucoup l'accent sur la construction de nouveaux infrastructures au Pérou qui étaient nécessaires, des routes, des aéroports, les lignes électriques, etc. Maintenant, le temps est venu de mettre l'accent plus vers l'intérieur du pays, développer le système d'éducation dans les zones reculées, le système de santé, et c'est vers ça que s'en va ce gouvernement. Et d'un autre côté, ils ont reconduit le président de la Banque centrale dans ses fonctions pour les prochaines années. Le nouveau ministre de l'Économie et Finances, c'est l'ancien sous-ministre Sou Garcia du ministère du Revenu. Alors, le milieu des affaires, je pourrais vous dire, est très satisfait à l'heure actuelle au Pérou. Et je pense qu'on va voir... Donc, vous attribuez ça à un peu d'incertitude politique. Oui. Un peu trop de hausse, peut-être que ça avait eu un peu d'exagération à la hausse. Mais il me semble qu'un $, ce serait quand bon. on regarde là, les prévisions de notre production qui s'en vient, les prévisions de bénéfices, etc., je pense qu'on va repartir à la hausse dès cet automne. On a produit l'an dernier 33 000 onces d'or. Cette année, on prévoit 45 000. Et à venir à ce jour, on est pas mal dans nos objectifs.
Alors, la production va continuer à monter. Notre marge va continuer à augmenter aussi, également. Alors, on est très, très optimiste pour les 12 prochains mois. Bien, M. Martineau, on va suivre la compagnie de près comme l'on fait avec toutes les compagnies qu'on invite. On vous remercie beaucoup d'être venu parler de notre compagnie. Ça nous a fait plaisir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.